Alors Valérie Maréchal, justement, quelle est votre approche là-dessus? C'est-à-dire le traitement actuel de l'immobilier, justement, en matière de fonds propres pour un assureur, c'est aussi un problème. C'est-à-dire qu'on a vu les assureurs se retirer de ce marché au fil des années, et s'ils hésitent à revenir, on les y incite, mais s'ils hésitent à revenir, c'est bien aussi un problème comptable. Oui, il y a un problème comptable. Enfin, pour les assureurs, c'est pas le ratio bancaire, c'est pas le ratio de fonds propres, c'est Solva 2 qui s'applique, mais qui est à peu près identique. Encore une fois, tous les assureurs ne se sont pas dégagés de l'investissement immobilier. C'est faux. Nous sommes prêts et nous le montrons, que ce soit avec nos fonds français ou avec nos fonds étrangers, puisque nous avons par exemple un fonds allemand qui est un fonds qu'on appelle Evergreen, c'est-à-dire un fonds qui n'a pas d'échéance. On est prêt à aller financer du logement abordable dans des villes de province. Et nous avons des investisseurs pour cela. Donc je crois qu'il ne faut pas mettre tous les assureurs dans le même panier. Mais ce que je voulais évoquer, alors qui est peut-être un peu décalé par rapport au pur logement social, mais qui est en rapport avec le projet, la proposition de loi du député Laglaise. C'est cette notion de propriété que je trouve assez intéressante, et moi également d'un point de vue sociologique, parce que, par exemple, en Suisse, 80% de la population suisse est locataire. En Allemagne, c'est la même chose. En France, la notion de propriété est liée au statut social et à la transmissibilité. Et moi, je l'ai vécu ça à travers, parce que je fais aussi du care, je fais des résidences services seniors, des EHPAD, etc. Et on est confronté, notamment quand on veut faire venir des seniors dans des résidences services seniors, à cette notion de transmission du patrimoine. Les personnes veulent absolument ne pas monétiser leur logement pour leur permettre d'aller, par exemple, dans des résidences services seniors, pour pouvoir transmettre quelque chose, veulent avoir un immobilier de transmission. Et ce que je trouvais très intéressant dans la proposition Laglaise, c'est justement cette notion de séparation du bail avec la propriété et de faire du bail quelque chose de cessible et transmissible. Donc de faire une autre forme de transmission qui pourrait peut-être, avec, et c'est pour ça que je voulais en parler, enfin, je trouvais intéressant aussi qu'on puisse avoir le regard de la sociologue, ce changement de mentalité qui, je pense, est très important. Et je trouve aussi, moi je l'ai vu dans les services, par exemple, en parlant de ce changement de mentalité, c'est qu'en France, beaucoup plus qu'en Allemagne, que je connais un petit peu pour avoir été dans des banques allemandes ou pour avoir des opérations en Allemagne, en France, on raisonne toujours par la lutte des classes. Et je le vois notamment dans les services. La notion de service en France est une notion qui n'est pas valorisée. Avoir un emploi de service, je le vois dans les RSS, n'est pas suffisamment valorisé parce qu'on considère que c'est un sous-emploi au service, mais dans un sens plutôt politique et lutte des classes, que dans le sens de partage et d'apporter quelque chose. Et dans tous les débats que l'on a aujourd'hui, j'ai quand même envie de mettre sur la table cette notion d'état d'esprit français, de tempérament français, et de voir, parce que la société change, on le voit tous les jours, de voir comment on peut accompagner ces changements en proposant justement, comme l'a fait le député, des nouveaux modèles. Et ça, pour moi, je trouve ça excessivement intéressant. Puis après, moi, je vous parlerai de ce que l'on a fait, mais de très social, qui est encore un peu oui, différent dans le fond que nous avons. On y viendra ensuite. Juste avant, Emmanuel Cos, s'il vous plaît, il y avait Nadia Bouillet qui voulait réagir aux propos d'André Hichet. Non, je voulais juste préciser que ça existe déjà. Hein. L'organisme de foncier solidaire que j'ai créé en 2016 existe déjà. Le député Laglaise propose de l'étendre sur d'autres choses. Mais ça existe déjà. Deux, des logements... Oui, c'est pour ça que je voulais intervenir. Des logements produits, il y en a y compris qui sont habités. Enfin, ça y est, il y a plusieurs centaines de logements produits en France, plusieurs milliers qui sont programmés dans les années qui viennent. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est propriétaire.
c'est pas exactement le même système des coopératives en Suisse où on est locataire. Là, on est propriétaire, mais que de son bâti, pas du foncier. Et très clairement, dans toutes les expériences qu'on a eues, les retours des opérations portées par les coopératives HLM, elles se sont toutes commercialisées extrêmement vite, avec des gens qui, certes, ont compris que c'était différent. Mais contrairement à ce que je l'ai lu parfois, ce n'est pas de la sous-propriété. C'est une propriété qui est plus souple, qui est un peu moins, qui est plus souple et plus agile. Et ça correspond parfaitement bien à une évolution de la société. Après, voilà, c'est surtout une modernisation de l'accession sociale à la propriété. C'est comme ça qu'on l'a conçu. Peut-être que demain, on fera tout en démembrement, mais j'en suis pas tout à fait certaine. Mais en tout cas, très clairement, il y a des choses très intéressantes qui se passent là. Et ça nous a permis surtout de découpler le prix du foncier. Et c'est ça l'avantage. Nadia Bouillet. Alors, moi, je confirme. Donc, Emmanuel Cos a créé. La loi Elan a permis aux ESH, d'ailleurs, de devenir Office foncier solidaire. Et nous-mêmes, on a un dossier là, en cours d'agrément. Et on a plusieurs opérations l'année prochaine sur ce modèle. Et je ne doute pas du tout que ça marche très bien. Non, mais il ne s'agit pas, comme vous le disiez, de tout faire sur ce modèle-là, mais je pense que c'est des solutions qui sont excessivement intéressantes et qui démontrent justement de ce changement d'état d'esprit vis-à-vis de la propriété. Mais ce qui est important, c'est cette cessibilité et cette transmissibilité, parce que je pense que les Français y sont très attachés. À Paris, il y a des choses en cours. Serge Contard. Donc l'organisme, l'OFS parisien est en cours d'agrément et nous réaliserons la première opération dans le 18e arrondissement, se mettra en chantier au printemps. Nadia. Je garde le micro 2 secondes. Oui. Allez, j'y vais. Nadia. Bon, je vais être court. Au fond, peut-être 3 choses. Les ovnis. Airbnb. Donc Airbnb, c'est quand même... nous interroge tous. Airbnb, c'est pas les 10 jours pendant que je prends mes vacances. Aujourd'hui, Airbnb sur Paris, c'est aussi de l'argent qui arrive du monde entier, d'investisseurs. C'est la première destination. Qui achètent à des prix les yeux fermés, voilà, qui créent des références sur le marché parisien, qui créent des références et ensuite le gap de production, parce qu'évidemment sur Paris, sur des zones très tendues, on travaille sur du foncier à transformer et donc le gap entre des opérations très sociales, intermédiaires, le gap à combler devient incomblable. Voilà. Deuxième chose, au fond, dans les questions, et peut-être les souhaits, voire les rêves. Alors les questions, c'est comment articuler au fond des modèles dans lesquels effectivement on est très efficace, notre efficacité d'opérateur. Je le dis moi régulièrement à mes troupes, si on veut garder au fond ces missions d'intérêt général, nos valeurs, ce pour qu'on existe au fond, nos fondamentaux, il faut qu'on soit irréprochable, super efficace dans notre gestion, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, donc il y a un devoir et ça, toute cette efficacité, c'est aussi de l'innovation interne. Voilà, exemple hyper basique, direction des achats, pas pour acheter moins cher, pour acheter mieux. Voilà. Ce qu'on aura gagné en efficience, on va le réinvestir en 2020 sur des travaux faits dans les logements, parce que nos locataires à Paris ont un taux de rotation très bas. Donc on est en train de mettre au point un dispositif où on fera des travaux locatifs, voilà, parce que c'est aussi le cœur de nos missions sociales. Voilà, articulation locale, donc grands opérateurs, très structurés, parce qu'il y a des sujets compliqués, les sujets de système d'information, les sujets RH, c'est de la taille critique et très articulé avec le local, parce que les politiques du logement sans local, l'exemple parisien, c'est en investissement, hein, c'est autant que ce que met le Fonds national des aides à la pierre, 400 millions d'euros. Voilà, il ne se passerait rien sans, je parle de l'exemple que je connais, mais il serait évidemment duplicable, merci, ce serait rien sans cet investissement, j'allais dire, qui est consubstantiel à l'action logement. Je suis très interrogatif, moi, qui de temps en temps me dit que je pourrais encore réfléchir dans des sphères un peu publiques, de dire au fond, on fait un investissement massif sur le Grand Paris, puis au fond avec un éclatement de la décision des politiques du logement, tous égards
sur toutes ces gares du Grand Paris. Là, je trouve qu'on est, collectivement, si on arrivait à résoudre ça, ça serait quand même assez formidable, parce que réparer dans le domaine du logement, on voit ce que ça nous coûte sur des sujets comme l'ANRU. C'est dur de remettre l'ouvrage sur le métier une fois que l'ouvrage a commencé à être fait. Et puis au fond, un peu une ligne, qui est un peu la ligne RIVP, c'est au fond celle d'une sobriété créative. Voilà, la sobriété, parce que efficacité, cœur de nos missions, valeurs. Il faut que ça soit vraiment chevillé faut que ça soit vraiment chevillé à ce qu'on est. Et puis créatif, parce que on est interpellé et il faut anticiper les évolutions démographiques. C'est pas de regarder dans le rétroviseur, c'est de dire comment, par rapport à tout ça, j'anticipe, je suis proactif, pour être vraiment tout à fait au cœur de quelque chose. C'est ce qui nous rassemble, c'est vraiment un élément absolument essentiel pour la société française. Nadia Bouillet. Oui, c'est vraiment ça, c'est finalement comment on anticipe, parce que c'est pas tant d'innover pour innover, mais c'est comment on anticipe les évolutions qui arrivent demain. Vous avez parlé du vieillissement, des questions d'intégration, de migration aussi, qui sont quand même de plus en plus importantes, de la question, j'allais dire, de la décohabitation, donc l'éclatement de la cellule familiale, donc tous ces enjeux sociétaux qu'on doit anticiper avec le logement. Et pour ça, il faut aussi, moi j'adore l'optimisme d'André Hichet, donc je voudrais revenir un peu sur cette vision économique. C'est vrai qu'on a construit tout ce modèle sur une vision d'un modèle industriel, et demain, il y a des révolutions qui arrivent dans l'économie qui sont vraiment énormes. Il y a une première révolution, c'est la révolution du monde du travail, mais je vais schématiser parce que c'est peut-être plus facile à comprendre, ce qu'on appelle l'ubérisation du monde du travail, et donc il faut aussi qu'on puisse s'adapter parce que nos locataires, ils sont en plein dedans, et donc pouvoir offrir des logements en tenant compte de cette ubérisation qui entraîne également derrière un développement de ce qu'on appelle les plateformes. Donc il y a les plateformes dont vous parliez, Airbnb. Il y a toutes les plateformes aussi dans le secteur du bâtiment qui commencent à voir le jour. Il y avait plus de 200 plateformes aujourd'hui qui s'installent pour faire des travaux pas toujours de qualité. Donc on va avoir un enjeu aussi de maintenir une qualité, nous, par rapport au secteur du bâtiment. Et un monde du travail qui évolue, c'est aussi... Alors il y a 16 millions, je ne connaissais pas ce chiffre, mais de citoyens de l'Union européenne qui ne travaillent pas dans leur pays. Donc il faut aussi tenir compte de l'augmentation, et c'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Donc de plus en plus, ce sont des citoyens européens qui travaillent, et donc on est à l'échelle européenne. Donc ça, c'est vraiment évolution du monde du travail, révolution. Deuxième révolution, le numérique. C'est une chance pour construire, sans doute avec des coûts meilleur, encore faut-il utiliser le BIM jusqu'au bout. Donc voilà. Et c'est pas juste numériser nos procédures, c'est comment on utilise le numérique finalement pour des nouveaux services, pour un aménagement du territoire différent. Enfin, il y a cette question-là. Et la croissance qui va arriver par l'immobilier, moi j'ai envie de le croire, André. Je vais essayer d'aller dans ton sens, mais aujourd'hui, la croissance mondiale, même si elle va rester autour de 3% au niveau des économies européennes, on est plutôt 2 fois moins. En France, encore un petit peu moins. Et ce qui ralentit en fait les économies européennes, il y a d'une part le vieillissement de la population, puisqu'on a moins d'actifs, donc on a aussi un phénomène assez mécanique. Il y a aussi le poids de la dette. Le poids de la dette française, elle est à 2300 milliards, 99% du PIB. Ça ralentit aussi l'économie, puisque ça va pousser finalement à consommer moins et à investir moins, d'où effectivement on rogne sur des investissements productifs comme le logement, et l'immobilier est clairement apporte un solde positif à l'État. Mais pour autant, on baisse quand même les crédits. On a 40 milliards de crédits pour le logement et des recettes aujourd'hui de 77 milliards. Mais c'est vrai qu'il y a un déséquilibre, et à force d'enlever, et parce qu'on veut réduire la dette, ça va peser effectivement sur la croissance. Il y a un troisième facteur qui empêche la croissance, mais on est moins touché en France, c'est les inégalités de revenus. On a la chance d'avoir un système social avec une bonne redistribution, donc c'est vrai que ça c'est moins impactant pour nous, c'est des plus pour les États-Unis aujourd'hui. Donc moi je veux effectivement pousser aussi ce message que on a beaucoup de contraintes qui vont, je dirais, baisser
réduire notre croissance demain, mais que l'immobilier est un vrai facteur de croissance. Et c'est vrai que porter cette idée, c'est important, et le marquer et le dire dans des instances comme aujourd'hui. Ensuite, on a stigmatisé ce qui est social, privé. Bon, là, il y a un très très bon rapport de l'Inspection des finances que vous avez tous sans doute lu. Et il est intéressant parce que je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. En même temps, je ne suis pas sûre que le financement privé soit la solution. Voilà, il n'y a pas une vraie bonne solution qui ressort dans les propositions qui sont faites. Notre modèle de développement, c'est quand même des investissements sur 40, 60, voire 80 ans maintenant, puisque la Caisse des dépôts nous fait des prêts de 80 ans. Et on cherche tout juste à équilibrer nos opérations sur 40 à 50 ans. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on va faire du partenariat public-privé, tout ne peut pas rentrer dans ce champ-là, dans le logement social, ne serait-ce que parce que nous, on réinvestit en fait tout, et avec une logique plutôt d'équilibre à 50 ans que de rentabilité à 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Voilà, il y a sans doute il y a des synergies à trouver, mais pas sur l'ensemble du parc. Et je pense que ce sujet de l'investissement reste le sujet majeur à préserver pour les prochaines années. On comprend bien que le démembrement, que l'arrivée d'investisseurs privés sont des solutions, mais des solutions qui ne couvrent pas l'ensemble des problèmes que vous avez identifiés très bien. Quels sont les autres domaines sur lesquels on peut agir pour essayer de faire évoluer ou révolutionner le secteur? C'est quand même... C'est quand même important aujourd'hui de pouvoir réfléchir à comment trouver une solution à un problème qui est facilement identifiable, vieillissement, décohabitation, ubérisation, que vous avez identifié. Comment vous voyez ça? Qui se lance? Monsieur Hichet. En réalité, parmi les révolutions fondamentales probablement, dont on parle de temps en temps, mais dont on ne voit pas encore le bout de l'oreille, c'est la question de l'individualisation de l'offre. C'est-à-dire la relation avec, je dirais, l'ensemble de la population, des utilisateurs, que ce soit ceux qui sont dans le logement très social, dans le social, etc. Moi, je suis très frappé par, finalement, une forme de continuum qui s'établit au plan sociologique. Vous savez que le revenu moyen d'un couple que nous accueillons dans du logement intermédiaire, par exemple, c'est de l'ordre de 2 700 € par mois. Alors évidemment, c'est plus élevé que les locataires qui sont présents dans le parc social. C'est pas non plus très élevé. C'est pas non plus très élevé. Bon. En fait, dans le parc social, on voit bien qu'il y a deux catégories, au minimum, il y a deux catégories majeures qui se dégagent. La première, c'est celle des allocataires de l'APL qui bénéficient d'un système de redistribution publique ou parapublique. Et puis, nous avons une population qui représente à peu près la moitié, grosso modo, alors ça varie selon les opérateurs, disons entre 45 et 55%, enfin, qui en réalité ne bénéficient pas d'allocation. Bon. Je pense que nous serons nécessairement conduits à l'avenir à penser la gestion de ces deux populations de manière peut-être un peu différenciée, de telle sorte que nous prenions davantage en considération, en particulier pour les non-allocataires, la question des taux d'effort et du reste à vivre. Ce qui est très lourd pour le secteur HLM, extrêmement lourd, parce que ça veut dire qu'on sort d'un système assez confortable, de loyers uniformisés, qui sont stables dans la durée, etc., avec ce que je disais, c'est-à-dire une évolutivité liée aux situations individuelles de chaque personne, de chaque ménage en tout cas. Voilà. Et donc, de ce point de vue, il y a une certaine logique à voir une forme de rapprochement entre le logement social, du moins une partie du logement social, et le logement intermédiaire, dans le mode de gestion et dans l'approche. Et ça, en dehors de la révolution intellectuelle que j'appelle de mes voeux sur comment on conçoit les dépenses en matière d'habitat, je répète que ça me paraît tout à fait fondamental. Tant qu'on considérera que c'est des fuites de l'argent perdu, on aura quand même un problème politique, un problème culturel collectif. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est vraiment vital de réintroduire l'idée, ce qu'on ne fait pas. Le professeur Mouillard me disait, il y avait longtemps que j'ai pas entendu parler du résidu de Solo. C'est vrai, mais en même temps, il faudrait réintroduire ces questions dans le débat public,
d'une manière peut-être un peu plus pédagogique, pour faire apparaître que l'habitat n'est pas de l'argent perdu. C'est un investissement collectif qui bénéficie à l'ensemble de l'économie. Bon, deuxième sujet, c'est qu'on n'échappera pas, même si c'est compliqué, difficile et même ça peut soulever quelques problèmes, disons, philosophiques, mais on n'échappera pas à la nécessité de mieux individualiser l'offre à destination des publics qui sont quand même fondamentalement des publics un peu différents. Voilà.